Nous dirigeons-nous vers une revanche Max Holloway-Charles Oliveira, Dominic Cruz qui se livre à quelques semaines de son combat d'adieu, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mercredi 22 janvier 2025. C'est le moment MMA. Soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Dominic Cruz, 27-4, ancien champion des poids coqs qu'on n'a pas vu dans l'octogone depuis le 13 août 2019 et un terrible chaos subi face à Marlon Vera. Il sera de retour à la compétition dans quelques semaines à l'occasion de l'UFC Seattle. Il a déjà annoncé que ce serait son dernier combat et pas parce qu'il a plus envie de monter dans la cage, mais parce qu'il sent que son corps commence à le lâcher. Il aurait, comme combat d'adieu, préféré avoir une revanche, tout simplement parce qu'il y a toujours une histoire qui va avec. Pourquoi pas face à Henry Cejudo? Malheureusement, l'UFC n'a pas exaucé son vœu et il sera confronté à Rob Font, un combattant qu'il respecte énormément. C'est notamment dû au fait que Font soit toujours revenu après ses défaites, et c'est d'après Cruz la chose la plus dure à faire dans ce sport. Alors on pourrait se demander pourquoi, après une telle carrière et une si longue période d'absence, vouloir revenir. La réponse elle est simple, il aime la compétition. Il a aussi abordé les raisons pour lesquelles il a commencé à combattre. Tout d'abord, il aimait ça, mais aussi ça le tenait à l'écart des mauvaises choses, comme par exemple les bagarres, la drogue, l'alcool, etc. Et puis quand il a vu à la télévision l'Ultimate Fighter, il a compris qu'il pouvait vivre de la passion, et là ça a totalement changé les choses pour lui. Et puis comme vous le savez, pour certains combattants, l'après-carrière, c'est vraiment une source d'angoisse, parce que beaucoup n'ont rien prévu pour la suite, ils n'ont que le combat dans leur vie. Lui, c'est pas son cas, il veut profiter à fond de sa retraite, il va donner des cours, il va continuer à commenter les combats aussi, et puis il a un projet long terme sur 10 ans, qui serait de créer une salle inspirée de ce qui se passe au Performance Institute, du coup avec des cours, des médecins, des diététiciens, etc. Espérons pour lui que ce projet se concrétise. Face à lui, comme je l'ai dit, Rob Font, qui s'entraîne maintenant au Tristar à Montréal. Il trouve d'ailleurs très inspirant de côtoyer des légendes au quotidien. On peut citer Georges Saint-Pierre ou encore Rory McDonald. Et il aime aussi beaucoup les méthodes d'entraînement de Firas Zahabi, qui est le coach en chef et qui, malgré son jeune âge, possède, c'est le moins qu'on puisse dire, une très grosse expérience et une expérience du très haut niveau. Concernant son combat qui arrive contre Cruz, il estime que si ce dernier arrive très agressif, ça va lui donner des opportunités de le contrer, mais il n'y croit pas du tout. Cruz a toujours été un combattant très intelligent qui étudie ses adversaires, arrive toujours dans l'octogone avec une stratégie bien définie et qui, malgré son âge, est toujours à jour sur l'évolution du MMA. C'est très certainement dû au fait qu'il commente semaine après semaine, donc il n'est pas largué par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ils se sont d'ailleurs déjà entraînés ensemble, seulement 2 fois, mais une fois que ce combat sera passé, Font espère pouvoir de nouveau croiser Cruz dans les salles d'entraînement. C'est une expérience qu'il avait beaucoup appréciée. On le sait, Dominic Cruz ne croit pas au ring rust. Le ring rust, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu as été absent de la compétition pendant un long moment, tu reviens, tu es un peu rouillé, il faut reprendre tes marques. Cruz a toujours dit que ça n'existait pas. Rob Font n'y croit pas non plus parce que lui a déjà pris une pause de 1 an et il pense que quand il est revenu, il était meilleur qu'il ne l'avait jamais été. Même s'il le dit, les choses sont un peu différentes pour Cruz, je vous le rappelle. C'est une très longue absence et puis il y a eu des blessures entre-temps. C'est toujours un peu différent. Dans le combat, il ne s'attend pas à un Cruz qui soit affecté par l'âge ou par cette longue absence justement, mais il se prépare à affronter le Cruz qui combattait au WEC, qui était quasiment au sommet de sa carrière, même s'il a eu de bien belles années à l'UFC ensuite. Un Dominic Cruz qu'il connaît très bien, notamment pour avoir commenté la plupart de ses combats qui ont pris place à l'Apex. Et puis forcément, il vise une victoire par KO afin de ne pas laisser les juges décider de l'issue de ce combat. Des nouvelles d'un champion maintenant, Bilal Mohamed, que sa blessure a tenu éloigné de la salle pendant un petit moment. Aujourd'hui, avec le recul, il parle d'un mal pour un bien. Il s'est rendu compte que le sport lui manquait et que son amour de la compétition était donc toujours là. Forcément, il le confie aussi, la reprise de l'entraînement a été très dure, surtout pour ce qui est du cardio, mais aujourd'hui, il estime avoir retrouvé un niveau plutôt correct. Et puis il y a eu aussi un autre côté positif à cette absence, c'est qu'il a pu voir Shavkat Rakhmonov combattre pendant 25 minutes,
mais il n'en tire pas trop de conclusions, pardon, parce que Shafkat a affronté Ian Gary, les 2 se connaissaient, s'étaient déjà entraînés ensemble, ça a donc pu impacter sa performance et puis c'est aussi la première fois qu'il faisait 25 minutes, donc peut-être qu'il a été un peu sur la retenue, il a été, sur des territoires qu'il ne connaissait pas, hein, comme dit Bilal Mohamed. Maintenant, il est convaincu que le Kazakh n'a jamais combattu quelqu'un comme lui, quelqu'un qui met autant de rythme. Et puis il pense quand même que le cardio de Rakhmonov est assez limité. En tout cas, c'est ce qu'il a pu voir au cours de ses nombreux combats. Il aimerait être de retour au mois de mai ou au mois de juin. Il n'y a pas de date de fixée encore. Ce serait une période qui lui permettrait de recombattre ensuite au mois d'octobre et une dernière fois au mois de décembre. 3 défenses de titre, ce serait très beau, surtout en 6 ou 7 mois. Donc je lui souhaite, il a dit qu'il voulait être un champion actif qui défendait. Donc espérons qu'il n'y ait pas d'autres blessures qui viennent se mettre sur son chemin entre-temps. Et puis il a aussi tenu à avoir quelques mots à l'égard de l'ancien champion de la catégorie, Kamaru Usman, qui a conseillé à Islam Makhachev de monter pour venir affronter Bilal Mohamed justement. Ce qu'il dit est assez intelligent. À l'époque où Ousmane était champion, il ne voulait pas monter pour affronter Israël Adesanya et il ne voulait pas descendre, en tout cas il ne voulait pas que Khabib Nurmagomedov monte. Il dit pourtant ils ne se sont jamais entraînés ensemble, alors que Islam Makhachev et moi on s'est entraînés ensemble. D'après lui, la vérité, c'est que Kamaru Ousmane ne voulait pas se challenger, qu'il a toujours choisi des combats faciles et preuve en est, il a accordé des revanches à Colby Covington et à Jorge Masvidal. Là, c'est le point de vue de Bilal Mohamed, hein. Je ne me permettrai pas de juger ça. Et puis, il a accepté le combat contre Khamzat Chimaev parce qu'il y avait l'excuse du short notice, donc en cas de défaite. Et d'ailleurs, d'après Mohamed, c'est ce qu'il a fait. Il a dit oui, en effet, j'ai perdu, mais c'était une défaite serrée et en plus, c'était un short notice. Et puis, il a conclu l'interview en rappelant que lui a battu Leon Edwards. Leon Edwards qui a battu 2 fois Kamaru Usman. Sinon, on a Javier Mendes, coach de Oumar Nurmagomedov, qui nous explique que si Oumar lui avait dit le week-end dernier, entre les rounds, qu'il s'était cassé la main, il aurait adapté la stratégie et lui aurait demandé d'envoyer beaucoup plus les jambes. Mais Oumar ne l'a pas fait, donc forcément, il n'a pas pu, pardon, lui donner plus de consignes que ça. Aljamain Sterling, grand ami de Merab Valishvili, a forcément pris la défense du Géorgien en expliquant que, ok, Oumar s'est cassé la main, mais c'est une excuse parce qu'il s'est cassé la main sur la tête de Merab et donc c'est sa responsabilité. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu quand des combattants disent qu'ils se sont blessés sur leur adversaire, de dire, bah, en fait, fallait pas taper dans le front, fallait taper dans la mâchoire, etc. Forcément, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire dans un combat. Les choses se passent toujours très rapidement. Et puis, comme je vous parle d'Aljamain Sterling, il aimerait faire son retour au mois de mars ou au mois d'avril contre Arnold Allen. Je pense que Allen devrait saisir cette opportunité parce que accrocher un ancien champion à son tableau de chasse, un ancien champion qui sort d'une défaite, c'est vrai, face à Evloev, dans un combat très serré tout de même, je pense que pour Allen, c'est une très belle opportunité. Dans cette catégorie, justement, il semblerait que Ilia Topuria et Alexander Volkanovski s'affronteront lors de l'UFC 314 à Miami. On en parlait d'hier, Topuria avait demandé 6 mois pour faire le poids. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a demandé 6 mois, donc c'est là est toute la question. Maintenant, ça me semblerait une période de temps assez raisonnable. Vainqueur le week-end dernier, Jiri Prochaska aimerait pourquoi pas affronter Khalil Rountree. C'est un grand guerrier d'après lui, ce serait un gros combat, mais il ne le voit pas comme un vrai défi, comme un vrai challenge. Les deux sont des strikers, je pense que le combat serait en effet assez divertissant. Khalil Rountree frappe très fort, donc le menton haut de Prochaska, comme à chacun de ses combats d'ailleurs, pourrait lui porter préjudice. Maintenant, c'est vrai que j'ai Prochaska quand même assez favori dans ce combat-là, même si tout peut arriver. Direction les poids légers maintenant, avec peut-être une revanche qui se profile. Un combat qu'on avait vu à l'époque chez les poids plumes, Charles Oliveira contre Max Holloway. Tout part d'une déclaration de Charles Oliveira qui explique que si Makhachev ne revient qu'au mois d'octobre, alors lui, il voudra combattre avant ça, et pourquoi pas affronter Max Holloway pour la ceinture BMF. Tout de suite, Holloway a répondu International Fight Week, point d'interrogation. Donc, la semaine qui a lieu en général début juillet, toujours un très gros événement aux États-Unis. Ce combat, je serais très heureux de le voir. Max Holloway, à l'époque, avait battu Oliveira. Oliveira avait déclaré s'être blessé très tôt dans le combat. C'était chez les poids plumes. Max Holloway était déjà au sommet. Charles Oliveira n'avait pas encore commencé cette terrible série de victoires qu'on lui a connue par la suite. Moi, c'est un combat que je trouve assez intéressant. Pour revenir sur l'UFC 311, Islam Makhachev s'est pesé à 70 kg 1 le vendredi, forcément pour être au poids. Dans la cage, il était à 80 kg 7, 10 kg de plus.
Moïcano s'était pesé à 70,3 kg et dans la cage, il était à 82,5 kg, quasiment 12 kilos de plus. Le débat sur les pesées est réouvert. Non, je plaisante, mais c'est moi, ça m'impressionnera, toujours autant. Un vétéran, Anthony Smith, qui a déclaré que son combat, son dernier combat, le combat de la retraite, aura lieu au mois d'avril. C'est fait, c'est signé. Il n'a pas dévoilé le nom de son adversaire. Leron Murphy qui nous tweet qu'il a des nouvelles qui arrivent très prochainement. Des nouvelles d'un combat, forcément, sans doute. J'ai hâte de connaître la suite pour lui. Et puis la dernière info du jour avant de passer à la minute auditeur, c'est Tyson Fury qui aurait déclaré qu'il était déjà prêt à sortir de sa retraite. On en parlait la semaine dernière seulement pour un combat contre Anthony Joshua, son compatriote, et il ne demande pas moins de 200 millions de livres sterling. Je comprends que pour 200 millions, tu sois prêt à sortir de ta retraite. Est-ce qu'un promoteur va l'entendre? Je ne sais pas, mais cette retraite de Tyson Fury, je n'y crois qu'à moitié. S'il y a des experts de la boxe anglaise parmi nous, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je regarde ça de loin, comme je le dis à chaque fois, mais Fury, il est plutôt coutumier du fait. Écoutez, je vous propose tout de suite de liker la vidéo, de la commenter. Je vous remercie de vous abonner. Là, je fais des super scores depuis la rentrée. Je suis super content de ça. Et tout de suite, on passe à votre moment parce que je lis tous vos messages, j'y réponds. Et c'est la minute auditeur. Et on commence avec Kiken Treba qui me dit: j'aurais préféré voir Darius plutôt que Moïcano, surtout que Darius le méritait plus par rapport à son parcours. À ça, on a A. Clay qui répond: c'est vrai, tu as raison, le mérite était du côté de Benail, mais ils ont privilégié le run plus favorable de Renato Moïcano. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vraiment ce que je pense. Et on a Nemesis qui est venu se greffer à ça en nous disant: totalement d'accord avec toi, mais je pense que lui-même n'aurait pas du tout été prêt pour le fight de sa vie. Là, il était préparé pour un fight d'avant-retraite, pas pour le pound for pound, toutes catégories confondues. C'est pas faux, j'avais pas pensé à ça au début, mais Moïcano déjà n'était pas forcément prêt. Alors Darius a répété plusieurs fois au long de sa carrière, tout au long de sa carrière, qu'il était celui qui pouvait devenir champion, surtout depuis que Makhachev est devenu champion. Il pense que sa lutte match très bien avec celle du champion, avec celle du russe, pardon. On ne saura jamais la vérité, à mon avis. Et puis on a Clem qui était venu rajouter le parcours donne le title shot à Darius, mais pas la dynamique du moment. Un Darius de la grande époque éclate Moïcano debout et en lutte, mais il sort d'un an sans combat et de 2 défaites par KO, là où Moïcano était sur 4 victoires. Et on a Beibei qui nous dit: je suis d'accord avec toi, mais au final le résultat aurait été le même dans tous les cas. En effet, je ne voyais pas non plus Benel Darius s'imposer. Jim, le coup de la blessure de Tsaroukian, vu le contexte, il y aura peut-être une petite voix qui va dire qu'il a flippé, mais perso, je le crois volontiers pour avoir vécu quelque chose de similaire. Une douleur où tu te dis: bon, ça passera demain, et le lendemain au réveil, tu finis à moitié paralysé, et t'apprends une semaine plus tard que ta colonne vertébrale a légèrement dévié. Statistiquement, il y aura forcément une personne sur qui ça tombe pile au pire moment comme ça. Moi, je ne crois pas du tout que Tsaroukian ait eu peur. C'est quelque chose auquel je ne crois pas. Ça, oui, il a eu peur, il m'esquivait. À ce niveau-là, j'y crois pas du tout. Tsaroukian, c'était l'opportunité de sa vie. D'ailleurs, j'ai entendu un combattant, je ne sais plus lequel, qui pense que Tsaroukian a eu raison de se retirer du combat avant qu'on sache qu'il était totalement bloqué. Qui dit Tsaroukian, s'il avait perdu une deuxième fois contre Makhachev, c'est fini, il n'aura plus jamais sa chance. Alors en plus, s'il était blessé, il mettait pas toutes les chances de son côté. Je ne sais plus quel combattant a dit ça, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez intelligent de sa part. Depuis, on a appris qu'il était complètement coincé du dos, donc de toute façon, il ne pouvait rien faire. Et tu me dis: je peux comprendre que Dana l'est mauvaise sur le coup, mais si à froid, avec des examens médicaux, il continue de faire payer la chose à Tsaroukian, c'est vraiment le roi des enculés, surtout quand on voit les passes droits qu'il donne à certains. Là, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. À un moment, si Tsaroukian arrive avec les examens, que tout le monde dit non, mais avec ça, il pouvait pas combattre, et que l'autre continue de le faire galérer un, deux, trois combats, quand tu sais qu'il y a certains combattants qu'il a totalement poussé, ce serait un peu dur en effet. Norens qui me dit: même si on n'est pas d'accord sur Merab, merci d'avoir lu mon com et d'avoir répondu. Bah, c'est le but de la chaîne, on peut pas être d'accord les uns avec les autres. Mais au moins, je donne votre point de vue, j'y réponds, puis on discute tous ensemble. Autre sujet, Bilal Muhammad est champion. Et quand on connaît la proximité avec le clan Khabib, ça me paraît compliqué d'organiser un combat avec Islam. Topuria peut monter de KT, tout est réuni pour un combat de titan. Alors c'est vrai que moi je suis pas pour les champions qui montent de catégorie après seulement une défense. Maintenant Topuria est quand même assez impressionnant, c'est un combat qui m'intrigue. Et concernant Bilal Muhammad, Islam Makhachev, c'est sûr, après avoir entendu une interview ce matin dont je vous ai parlé de Bilal Muhammad, il ne veut pas affronter Makhachev. J'ai quand même des doutes quant au fait que Makhachev, lui, faudrait pas trop le pousser pour qu'il y aille. Après, Khabib Nurmagomedov s'est exprimé en disant qu'il n'y aurait pas ce combat. Khabib étant respecté par toute son équipe, j'ai du mal à voir ce combat se faire. Mais s'il n'y avait que Makhachev, j'ai un petit doute.
On a Sonatine qui me dit: «Merab m'a fait gagner un bon petit billet samedi, merci à lui. Il ne termine pas ses adversaires peut-être, mais il gagne ses combats et pas contre n'importe qui. Certains doivent oublier son parcours, je crois. Ça va pas être simple de lui prendre la ceinture, pardon, surtout avec la confiance qu'il doit avoir aujourd'hui». Je suis plutôt d'accord avec toi. Il a quand même battu tout le monde dans la catégorie quasiment à part Sandhagen. Il a pas laissé de place au doute, même si c'était serré contre Oumar, hein, c'est vrai. Mais non, Merab mérite beaucoup de crédit et je pense que ce combat va le servir parce que c'était quand même un combat, très agréable à regarder. Et on a Chris Dem qui me dit pourquoi ils ne font pas de sondage et laisser le public choisir le prochain adversaire du champion. J'aimerais bien. J'y crois pas, c'est vrai que ce serait drôle. Après, je pense qu'il y a des communautés dans certains pays qui voteraient énormément pour leurs combattants, d'autres un peu moins, des gens qui sont un peu plus détachés du truc. Mais moi, en tout cas, je participerais si un jour on me demandait mon avis. Et on termine avec Jim. Si Poirier fait son dernier combat à l'UFC 314, ce ne serait donc pas contre Geji. Il reste qui de disponible à ce moment-là, de son niveau? Gamrot, point d'interrogation, où est-il programmé? Oui, c'est vrai que sur la Gamrot, je crois que les deux s'entraînent souvent ensemble à l'American Top Team, donc j'y crois pas trop. Sinon, je te disais, Chandler qui semble disponible. Poirier et lui se sont un peu chauffés sur les réseaux. Ils s'étaient déjà affrontés, il y aurait une histoire à ça, ça ferait deux gros noms. Ça ferait, je pense, un beau combat d'adieu. Ou sinon, Colby Covington, même si Colby a déjà dit qu'il ne voulait pas. Que plutôt, je crois que Colby veut affronter Poirier, mais c'est Poirier qui a dit qu'il ne voulait pas faire gagner d'argent à Covington. Si l'UFC vient avec un gros paquet pour un combat d'adieu, peut-être que Dustin dira oui, même s'il semblerait qu'il soit à l'abri ensuite à ses combats contre McGregor. Je ne sais pas. Entre un Poirier Chandler et un Poirier Covington, je préfère voir un Poirier Covington, hein, très sérieusement. Maintenant, on verra ce que nous réserve l'avenir. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère qu'on se retrouve très prochainement à 17h. Salut.